Allô. Ok, bonjour à tous, bienvenue sur videobourse.fr pour un petit live qui sera un bilan. Il n'y aura pas de position qui sera prise, il est trop tard. J'ai déjà tradé aujourd'hui. De cette journée de trading du 6 juin 2014. Alors, ok, son image, merci Jean-Claude Dupuis. Et je me connecte au Mumble. Aucun conseil d'investissement n'est prodigué dans le cadre de cette émission. Si vous choisissez de me suivre ou de suivre l'un des membres, cela incombe de votre responsabilité. Les résultats de mon compte sont publiés en direct via les liens au-dessus du cas de diffusion de l'émission. Vous avez mes résultats, compte personnel chez JFD, compte mutualisé chez JFD et compte personnel chez FXCM. C'est mis à jour toutes les 5 minutes, donc vous pouvez tout suivre. Et vous participez via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission. Et via Mumble, vous avez un lien en bleu ciel en haut à droite du cas de diffusion de l'émission. Donc aujourd'hui, c'était une bonne journée, après hier qui était une journée clairement négative. Donc aujourd'hui, je n'ai pas pris énormément de positions, mais c'est un profit de 0,62%. Donc on va voir le détail de ça. Donc j'ai commencé par une petite perte. Donc il y avait un NFP aujourd'hui avec une vente d'un lot sur l'eurodoll. Donc on va se mettre en une minute. On va regarder ce qui s'est passé pendant le NFP. Alors, donc le NFP, dans un premier temps, il a été baissier. J'ai suivi la baisse. Ensuite, les achats ont commencé à revenir, puis ont accéléré. Et là, j'ai pas été bon. J'ai pris assez haut le point d'entrée. Du coup, je me suis fait un peu niquer. Et j'ai trouvé en fait que les acheteurs manquaient de force. J'ai eu peur d'un gros retournement. Du coup, j'ai coupé. Donc, une deuxième perte. Donc là, en début de journée, j'ai pris 196 et 131 euros. Donc, j'étais à 0,36% de perte sur la journée. Là, on a une belle bougie de baisse. J'ai vendu, jugeant que c'était un point d'entrée intéressant. Dans un premier temps, les acheteurs sont un peu revenus, mais on a vu qu'il y avait quand même une belle faiblesse. D'ailleurs, il y a eu une phase de correction intéressante. J'ai pris mon bénéfice à 1,3864. Donc j'ai laissé courir le mouvement de baisse pendant un bon moment, donc il était fort. On est descendu jusqu'à... j'ai pris mon bénéfice... voilà, pardon, je me suis trompé dans ce que j'ai dit. Donc j'ai pris ma position à la vente à 1,3664. Donc voilà, ici, donc j'avais un bon point d'entrée. Quand ça a commencé à bien baisser, j'ai laissé courir. Et j'ai pris mon bénéfice à 1,3633, voilà, pardon. On voit que le mouvement de baisse est descendu jusqu'à 21. Donc j'aurais pu prendre encore davantage d'argent. Mais après, il y a eu pas mal d'hésitations et je l'ai pris à 33. Puisque tant que la force... les vendeurs reprenaient le marché avec force, je laissais courir, ce qui est cohérent. Derrière, bien sûr, du coup, on ne prend pas les plus bas. C'est toujours très compliqué à faire. Mais par contre, si le mouvement doit continuer derrière, ça peut être un très gros bénéfice. Et là, en l'occurrence, sur ce beau décalage, j'ai quand même pris un peu plus de 1%. Donc, ce qui a fait sur la totalité de la journée 6%. Après, j'ai terminé par un tout petit achat d'euro-yen d'un lot. Mais j'ai vite clôturé. Et là, désormais, il n'y a plus de volatilité. Donc, la journée est finie. Donc, un profit de 0,62%. C'est bien, suite à une journée difficile d'hier. Donc sur la semaine, ça reste négatif. Donc si on va regarder sur la semaine en cours, c'est une perte de un peu plus de 2%. Donc 2% quasiment, qui a été réalisée. Donc, alors pardon, en fait c'est moins que ça. Parce que là-dedans, il y a aussi mes commissions qui ont été déduites. Donc en fait, ma perte est de 1,7%, 1,75%. Donc c'est pas une perte mirobolante, c'est une perte significative. À partir du moment où c'est plus de 1% de perte sur la semaine, c'est assez rare, donc c'est notable. L'équité du coup est et la balance à 99 949 euros, sachant que c'est un compte que j'ai démarré avec 101 000 euros environ. Sachant que depuis l'ouverture du compte, il y a 600 et quelques euros qui ont été versés en termes de frais de gestion et de gains sur les... d'une partie des gains réalisés. Donc si on rajoute les 600, ça ferait 100 500 euros. Donc je suis en légère perte depuis l'ouverture du compte. Alors si on veut regarder en termes de pourcentage, on peut aller directement sur le suivi de mon compte.
suis à moins 0,52%. Sachant que pour mon client, lui son but c'est de gagner de l'argent, c'est plus que ça, on est de l'ordre de 1,1% de perte pour lui, puisque moi il y a 600 € qui m'ont été versés en termes de commission, etc. depuis le 12 mars. Donc en termes de performance pure par rapport au compte, moins 0,52%, mais on peut ajouter les 610 € qui m'ont été versés, comme quelque part perte pour le client, puisque ça m'a été versé à moi, donc ça ne lui appartient plus. Mais bon, voilà. En termes de performance, en tout cas, moins 0,52% depuis l'ouverture du compte. Voilà ce que ça donne donc depuis le 12 mars. Donc on voit que c'est très mitigé. J'ai du mal à m'éloigner du... Pardon, 2 secondes. J'ai du mal à m'éloigner du seuil des 0% en fait. La plupart du temps... voilà, là on voit, là, je suis monté jusqu'à 1,24% en avril, le 9 avril, je suis monté jusqu'à 1,45% le 29 mai, et j'ai du mal à à faire prospérer le compte. C'est pas mauvais non plus, c'est simplement mitigé. J'ai vraiment bon espoir, hein. Malgré pour le moment ce soit délicat. Je pense que des longues phases où ça va bien se passer se présenteront régulièrement, comme on en a eu une par exemple là du 5 mai jusqu'au 29. Donc tout le mois de mai était très bon, d'ailleurs on a fait plus de 4%, 4,15% sur le mois de mai. Et je pense que ce sera pas ces phases d'évolution reviendront régulièrement. Donc hier c'était quand même un contexte particulier avec cette annonce de la BCE qui aurait pu m'être profitable. Je savais que ça allait beaucoup bouger, hein, je l'avais annoncé en début d'émission. Et tout le monde pouvait le prévoir de toute façon, ça c'est pas un exploit de ma part. En l'occurrence ça a joué contre moi. C'est ça, hein, quand ça bouge, ça peut jouer pour vous comme contre vous. Là en l'occurrence ça a joué contre moi, il y aura des fois où ça jouera pour moi. Donc voilà, je m'en fais pas trop, en tout cas je suis très content au niveau des prises de responsabilité, encore une fois, en tout cas là depuis l'ouverture de mon compte, au niveau de l'acceptation des pertes et voilà, du respect de mon plan de trading, etc. Je suis vraiment très satisfait. Ce qui m'a le plus satisfait, c'est cette longue période de pertes, hein, durant le mois d'avril qui a été dur, où j'ai accepté sans broncher les pertes. Et une fois que le climat et le contexte du marché est revenu de manière plus favorable à l'application de ma stratégie, j'en ai largement profité pour repartir en gain, donc c'est bien dans ce sens. Alors, pour la suite, je vais peut-être jeter un coup d'œil sur les unités de temps plus longues pour regarder un peu avec du recul ce qui se passe sur les différentes paires majeures. Donc ici en journalier, on voit que finalement la BCE n'a absolument rien changé. On est exactement sur les cours qu'il y avait mercredi. Donc beaucoup de bruit pour pas grand chose. Donc bravo à ceux qui ont su acheter les points bas ou vendre les points hauts. Ceux qui ont essayé de suivre des tendances, à mon avis ça ne devait pas être évident, mais j'en ai fait partie, on voit que c'était une mauvaise semaine. Pour la semaine prochaine, on n'est pas beaucoup plus avancé, hein. Donc ce qu'on peut dire c'est une dynamique baissière de fond, mais pas grand chose. Si on le prend en grand, on est dans des zones qui ont été déjà beaucoup travaillées, il n'y a pas d'indication précise, etc. Donc on verra. Sur l'euro-yen, on va basculer en graphique journalier. Voilà, il y a de l'hésitation, pas mal de distribution, pas grand chose de plus à signaler. Pareil, pas d'indication franche et il n'y a pas de grosse tendance sur l'euro-yen. Donc ça restera pas indéfiniment comme ça, mais pour le moment il n'y a pas grand chose à faire. Sur le moyen terme, donc pas de grosse tendance. Sur le dollar yen en journalier, pareil, on est dans une zone qu'on a déjà beaucoup travaillé, sans vraie tendance. En 5 minutes, ça a pas mal bougé pendant les annonces, mais finalement pas grand chose, donc un peu comme sur l'euro-dollar. Donc on voit que dans l'ensemble, en fait, les paires majeures que je traite ne marquent pas de tendance clairement établie. Le câble a bougé d'une manière un peu plus marquée, a pris de la valeur, la livre sterling face au dollar. Hier et aujourd'hui a consolidé un peu cette hausse. La dynamique de fond est bien plus marquée. Clairement haussière sur le câble, hein, à moyen terme, on le voit ici. Donc voilà, pour le moment en tout cas une dynamique établie et clairement haussière. Et finalement le câble je trade assez peu, ça c'est marrant. Alors si on veut regarder d'autres statistiques justement par rapport à la fréquence de trading, si on regarde le résumé, sur 619 trades depuis l'ouverture,
J'ai passé 131 trades sur le dollar yen, 9 trades sur l'USD CAD, 112 trades sur la livre sterling face au dollar, 202 trades sur l'euro dollar et 164 trades sur l'euro yen. Ça va, ça c'est équilibré, mais on voit que c'est la paire que je trade le moins quand même, le CAD. Et l'euro dollar que je trade le plus, c'est assez logique. C'est un tout petit trade sur le CAC, c'était juste pour tester. Et je vais demander à la personne, donc Plamen, qui s'occupe des money managers, donc des gestionnaires de compte en fait chez JFD, qui est le courtier auprès duquel j'ai mon statut de consultant, et qui a la licence de gestion de portefeuille. Si je peux trader le CAC 40, parce que je serais intéressé pour trader le CAC, peut-être mettre en place des stratégies, etc. Il faudra voir sa réponse. Pour le moment, dans le contrat que j'avais spécifié et présenté, il était indiqué que je traderais les paires majeures du Forex et quelques autres paires si des bonnes occasions se présentent, mais il faut que j'indique si je veux trader autre chose, donc je lui dirai, je lui demanderai. Voilà, pas grand chose d'autre à signaler par rapport au contexte dans lequel je suis. Alors sur le chat écrit, qu'est-ce qu'il se disait, ça on avait vu. Jean-Claude Dupuis qui disait Fab recommence depuis le début, je viens juste d'arriver, voilà, merci Jean-Claude. Non, mais tu pourras aller voir la rediffusion si tu veux. Fabien, pourquoi avez-vous tradé hier pendant Draghi? Merci d'avance. Pourquoi pas. Voilà, la publication de la BCE, c'était un sujet que beaucoup de traders regardaient. Donc c'était une journée qui pouvait être vectrice de fort mouvement, et ça l'a été, d'une grosse nervosité, et sachant qu'il y a beaucoup de prises de position. Donc il y en a à qui ça ne convient pas, ils ne traitent pas si ça leur convient pas. Moi ça me fait pas peur. Là en l'occurrence ça a été négatif, mais on ne tire pas de conclusion sur une fois. Voilà, c'est tout à fait possible de dire voilà j'aurais pas dû trader etc, mais ça n'aurait pas grand intérêt. Non, simplement, là en l'occurrence on a eu des mouvements de va-et-vient, ce qui n'a pas été évident pour moi, on le voit ici, mais ça aurait très bien pu être un gros décalage et j'aurais été largement profitable. D'ailleurs j'ai été largement profitable dans une partie de la journée. Là on a eu une phase de correction, j'ai vendu pendant le pari d'une poursuite du mouvement de baisse, ce qui n'est pas du tout incohérent. D'ailleurs on a un gros retournement, c'est le marché, très bien, mais je n'ai absolument pas de regrets et je n'ai fait aucune erreur. Et une fois que ça a été invalidé, j'ai pris mes responsabilités et pris ma perte. Donc vraiment aucun regret. Et si c'était à refaire, je le referai. Et je le referai à l'avenir quand on aura ce type de contexte. Et sans doute qu'il y aura parfois des mouvements marqués. Et que ça m'amènera à faire du profit. On voit une belle hausse du CAC 40, ça c'est pas bon pour moi. Parce que je suis vendeur sur mon compte perso FXCM avec 2 € du point. Et les acheteurs qui continuent à être assez forts. Je crois même qu'on est sur les plus hauts historiques, oui c'est ça, sur le CAC 40, donc belle explosion haussière. Je pense qu'il y en a beaucoup qui morflent, moi en partie, même si avec de très faibles montants sur mon compte personnel, mais franchement il n'y a rien à dire sur ce marché actions qui monte, on ne peut que constater. Ce ne sera pas infini, mais pour le moment aller contre, c'est toujours très périlleux et j'en pâtis actuellement. Et donc du coup les marchés actions américains à mon avis eux aussi doivent être très hauts. Ouais. Donc ça baisse tout de suite du côté du CAC. Donc pas non plus une grosse force. Bon, cette fin de journée ça m'aurait étonné mais bon, tout est possible. Ok très bien Mario, Jean-Claude. Fabien, pensez-vous finir positif à la fin de l'année ou totalement flat, demande Jean-Claude. Ça c'est pas du tout de mon ressort. Moi ce qui est de mon ressort c'est d'appliquer une stratégie. Déjà défendre le capital c'est la base. En tout cas, appliquer quelque chose de manière cohérente, je pense que c'est ce qui est fait. Après le reste, ça dépend pas de moi, ça dépend du marché, ça dépend de l'efficacité de ma stratégie, la stratégie que je mets en place. Moi, je réfléchis à une stratégie qui me semble intéressante et intelligente. Et ensuite, les marchés évoluent et je prétends pas les prévoir au jour le jour, mais simplement établir une stratégie qui me permet d'en profiter sur le long terme. Pour l'instant, on voit que c'est mitigé, on verra à terme. Moi, mon objectif serait de faire 1% par mois, ce qui veut dire à l'année 12-13%. Pour l'instant, j'y suis pas, mais on verra à terme. Voilà, on voit que les bons mois, quand ils se présentent, ils amènent de beaux profits, 4,15% en mai. On verra à quelle cadence les bons mois se présentent. Pour l'instant, on a 4 mois, ce qui commence à être pas mal, et c'est mitigé. Qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, aussi, c'est intéressant quand on fait de la gestion de voir ce qu'on génère au-delà de la performance pure, qui là est de 0,52%.
Donc actuellement j'ai généré pour moi pomme, pour moi 610 euros. Et pour mon courtier, j'ai généré 5853 euros. Donc mon activité n'est pas vaine. Voilà, je génère du profit pour moi, pour l'instant en petite quantité. Pour mon courtier en plus grosse quantité, et pour mon client c'est moyen. L'idée c'est que toutes les parties soient satisfaites, c'est le but en tout cas, sinon à terme mon client me dira bah, je préfère mettre mon argent chez quelqu'un d'autre. Ce qui est logique, donc c'est ça la gestion et la réalité de la gestion quoi. D'ailleurs tu vois très peu de gens qui publient clairement leurs résultats comme je le fais. Moi après je continuerai à le faire, mais sans montrer mes positions quand je commencerai à gérer des plus grosses sommes si ça doit se présenter comme ça. À peut-être 500 000, je pense plus que je partagerai tout comme je le fais maintenant. Pour l'instant je le fais, voilà. Donc bah, je peux comprendre que certains puissent se dire que c'est pas terrible, etc. Mais c'est la réalité du trading et moi mon objectif c'est 12 à 13%, au moins il est raisonnable. Si je l'atteins je serai très très satisfait, si je l'atteins pas ben, je travaillerai pour essayer de l'atteindre. Et comme vous voyez, bah, malgré que ça fasse 6 ans que je sois sur les marchés et que bah, du coup j'ai de l'expérience, ça c'est indiscutable. Après que je sois bon ou mauvais, ça c'est discutable et certains peuvent penser certaines choses, etc. Et c'est tout à fait intéressant d'avoir les retours. Mais le fait est qu'il y a très peu de gens qui diffusent clairement leurs résultats. Alors par contre, je connais un gérant qui diffuse ses résultats. C'est Eric Pitou. On n'a pas accès à ses positions, etc. Mais il diffuse ses résultats sur MyFXBook. Alors je vais vous laisser des liens si ça vous intéresse. Attends. Il faut que je retrouve ça. Et lui, c'est un gestionnaire assez confirmé qui a il publie des newsletters, notamment avec Marc Raffard. Et il est aussi gestionnaire là, chez JFD avec le même statut que moi. Du coup, on communique et on échange pas mal. Et bah pareil, c'est pas du blabla. Alors vous allez voir, bah on voit l'évolution de son compte, etc. Mais j'arrive plus. Attends, c'était où que j'avais vu ça? Bon, je vais essayer de retrouver ses résultats sur MyFXBook. Je vais vous partager le lien. Ah ouais, suivi. Non. Alors, c'était quoi? Putain, je me rappelle plus. Putain, comment j'avais trouvé son truc? Ah oui, BMS Capital, voilà. Ok, on va regarder ça. Donc voilà, là par exemple, un de ses comptes. Donc il a une approche a priori où il va... a priori, il faudrait que je vois avec lui, hein, je sais pas, j'ai pas de conclusion à tirer. Il faudrait que je vois plus précisément son approche, je sais pas si elle est décrite ici. Non. Mais j'ai l'impression que c'est un peu du grid trading, c'est-à-dire quasiment tous les jours terminer positif et bah, de temps en temps prendre des pertes conséquentes. Mais l'idée est d'être positif sur le long terme et c'est ce qu'il arrive à faire pour le moment. Donc on voit que c'est un compte qu'il a commencé à gérer le 24 avril. Un compte avec une balance de 81 534 euros. C'est vraiment bien passé jusqu'au 28 mai, enfin entre guillemets, puisqu'il y a quand même un écart significatif entre sa balance et son équité. Derrière, une perte très conséquente est prise, qui l'amène en négatif. Et derrière, il reprend le chemin du gain. Donc on verra à terme si sa stratégie est positive ou pas. En tout cas, pour le moment, il réalise 2,27% de profit par rapport à son capital et enregistre un drawdown de 11,22%. Il reste positif depuis l'ouverture de son compte avec 341 trades. 647 pips clôturés et donc un profit de 2,27%. 11,22% donc de drawdown. Voilà, bah une évolution plutôt pas mal pour le moment. On verra à terme si ça tient. Je vous laisse le lien vers le suivi de son compte. Mais même si on n'a pas accès à l'historique ou à ses... Ah bah si, on a accès à son historique en plus. On peut voir exactement ce qu'il fait au niveau de son historique. Donc si vous voulez étudier sa stratégie, son approche,
Voilà, c'est quelqu'un qui gère de l'argent en réel avec une somme significative. Donc ça c'est du concret, ça c'est du réel, c'est pas du vent entre guillemets. Donc ça c'est intéressant. Il a un autre compte. Voilà, qu'il a arrêté de gérer et qu'il a terminé avec un profit de 4,16%. Donc c'est un compte qui a eu au maximum une équité de 62 728 euros. Et donc qu'il avait commencé à gérer en novembre, le 19 novembre 2013. Et qu'il avait arrêté le 7 mars 2014. Et on voit que là aussi il y avait une différence entre l'équité et la balance. Donc moi c'est pas du tout mon type de trading. Moi je préfère être flat et toujours maintenir un écart minimum entre l'équité et la balance. Chacun ses repères, chacun son approche. Il y a un drawdown maximal de 12,82%. Donc voilà. Après on peut avoir son avis, éventuellement avoir un avis critique, etc. Mais encore faut-il derrière avoir du concret, parce qu'il y en a beaucoup qui se montrent très critiques, ou parfois quand on va discuter, qui vont se montrer assez sur d'eux, et parfois peut-être parler avec un ton hautain, mais qui prouvent absolument rien, donc c'est pas, ça veut rien dire. Il faut du concret, il faut pour avancer sérieusement. Et de plus en plus on se tourne vers ça d'ailleurs avec justement des systèmes comme MyFXBook ou Currency. La Currency où je diffuse mes résultats justement comparé avec le S&P 500 par rapport à mon compte personnel où je fais du 21,22% depuis le mois de septembre quand le S&P fait du 17,22%. J'ai un drawdown plus faible que le S&P. Donc ça c'est intéressant et c'est des données de base je pense pour un débat si on veut comparer deux stratégies ou si on veut voir quel type de comportement semble plus intéressant sur les marchés, etc. Parce que malheureusement, bien souvent, on parle un peu dans le vide avec des suppositions ou de la théorie qui est loin d'être la pratique. Donc voilà. Donc très bien et j'espère qu'on ira toujours vers plus de transparence qui permet de faire la part des choses. Ça on avait vu. J'ai tradé l'annonce hier aussi et je suis fait 50 points sur l'or, je ne vois pas le problème. C'est comme d'habitude mais c'est plus rapide, disait Mario Trader. Ok, très bien Mario. Fabien, pensez-vous finir positif, ça on avait vu. Je parie sans l'eau qu'il sera flat, disait Mario. Moi aussi Mario, je pense aussi. Bien à vous Jean-Claude. Très bien, si c'est votre avis. En tout cas, félicitations d'être encore à zéro en tradant à pile ou face. Tu dois être un chanceux dans la vie, disait Mario Trader. Bah si tu penses que je serai à pile ou face, je sais pas exactement sur quoi tu te bases. Manifestement c'est faux. Après tu utilises une image donc pour dire que je traderai au hasard. Or je suis les impulsions. Après si tu considères que c'est pas intelligent et que toi tu es capable de faire mieux, bon, j'en reviens à ce que je disais. C'est-à-dire développe ta critique, essaye d'y aller et de dire exactement ce que je devrais faire d'après toi. Donc pas seulement dire que c'est nul, mais essaye de dire pourquoi ça l'est et comment je pourrais d'après toi améliorer les choses. Et enfin si tu veux avoir plus de crédibilité, amène des résultats en disant voilà moi ce que je suis capable de faire et je pense que tu devrais faire ça. Et je serai le premier à écouter en général quand il y a des professionnels qui vont me parler, qui vont me donner un avis, je vais écouter plus attentivement leur avis. Donc voilà. Après ce qu'il y a c'est qu'il y a aussi beaucoup et même une majorité de gens qui parlent dans le vide. Ça c'est comme ça. Alors ça on avait vu. Pardon. Jean-Claude qui disait Fabien, si votre client s'en va, qu'allez-vous faire? Comment allez-vous voir l'avenir? Continuerez-vous à trader malgré tout? Respectueusement Jean-Claude. Bien sûr, moi mon but c'est de faire de la gestion. Après si je suis pas assez bon pour attirer des capitaux, bah à ce moment-là, ce qui peut être intéressant c'est peut-être d'aller travailler pour une société qui permet de faire de la gestion, donc de rentrer dans une boîte où je serai encadré, etc. Ça peut être par exemple une idée. Mais oui, c'est pour le moment, en tout cas pour les années à venir, je vais vraiment me diriger vers la gestion.
C'est vraiment ce que j'aime faire, donc voilà. Et bah, effectivement, ça peut ne pas marcher dès le début et que je dois me renforcer et apprendre. Donc à ce moment-là, bah, je chercherai d'autres solutions pour pouvoir être performant et travailler dans ce domaine. Je trouve la gestion de marque totalement défectueuse. Je commence à comprendre pourquoi Marc Raffard n'est pas très professionnel, voilà, disait Jean-Claude. Quelle gestion? Il fait de la gestion, Marc, Jean-Claude? Là, en l'occurrence, c'était pas du tout Marc, hein, ce que je te montrais. C'était quelqu'un qui... C'est Eric Pitou, dont Marc Raffard partage les newsletters sur le site... de Marc, c'est mytradingforex, je crois, .fr, je vous laisse le lien. Donc Eric Pitou. Qui d'ailleurs, bah, vous pouvez vous inscrire à sa newsletter, hein, il publie quand même des newsletters de qualité, complète, en donnant un point de vue étayé et sur le contexte économique du moment, etc. Et il a un CV tout à fait intéressant et qui indique un certain professionnalisme. Je vais laisser un lien vers sa fiche LinkedIn également pour ceux qui s'intéressent. Donc voilà, ça c'est intéressant. Voilà, je vous ai mis les liens sur le chat écrit. Ça on avait vu. Quelle question de Marc? Il craint son compte au gars MDR comme Fabien, pas de stop loss, à quoi ça sert franchement, disait Mario. J'ai des stop loss de sécurité, et sinon comme tu le vois, la plupart du temps je suis en levier 1 ou 2, donc bah, j'ai des stop loss simplement de sécurité de 200 points, si jamais je sais pas, il y a vraiment quelque chose d'exceptionnel. Autrement je sors manuellement, et c'est clairement fait. Depuis 3 mois, ça fera 3 mois là, le 12 mai, et ça fait 7 mois sur mon compte personnel. Que ça fonctionne bien. Donc comme tu le vois, étant donné que je trade les paires majeures, il y a très peu de chances pour qu'on ait des décalages de dizaines de milliers de points d'un seul coup. Il faudrait qu'il y ait une guerre mondiale ou des choses comme ça. Donc à partir de là, je mets des stop loss de sécurité assez loin si jamais justement il y a un contexte complètement fou, et autrement je sors manuellement. Donc par exemple un stop loss de 200 points, quand je vais être en levier 2 par exemple, ça va faire, s'il doit y avoir un très gros décalage, une perte de 3%. Donc c'est pas complètement irresponsable, c'est quelque chose qui devra ne jamais arriver, mais qui peut arriver, puisqu'on peut avoir une explosion, on peut avoir un accident, on peut avoir d'un seul coup un événement complètement inattendu, et bien combien même, voilà, ça limitera ma perte à 3%. Si tu trouves ça fou et que là tu mets un petit smiley pour faire un peu comme si tu étais plus malin, pourquoi pas. Encore une fois, il faudrait que tu prouves quelque chose, pas uniquement faire le malin comme si tu savais d'autres choses et que tu étais meilleur. Il faut essayer d'amener des choses concrètes, sinon tu es quelqu'un qui critique gratuitement et anonymement, donc ça a peu de valeur. Forex 5 qui disait, moi j'ai fait 85% depuis le 22 avril, plus 87,66%, bravo à toi Forextreme. J'apporte du concret, voici mon maillot Fixbook, cordialement Jean-Claude, disait Jean-Claude, on va regarder ça. Alors, bon, je pense pas du tout que ce soit ton maillot Fixbook. On voit des résultats très bons sur ce suivi de compte que tu as partagé, avec plus 4067%, un drawdown maximal de 42,01%. Malgré tout, ça reste de très très bonnes performances. La durée moyenne de trade est de 5h45, on n'a pas accès au trade en cours. Ce gars-là trade diverses paires du Forex. Donc si les positions durent plusieurs heures en moyenne, ça doit être assez véridique. MMCIS, son courtier, il faut faire attention que ce soit un courtier valable, pas n'importe quoi. On va aller visiter le site, voir par qui il est régulé ce courtier. MMCIS, copyright, all exams, is provide service, does not want USA, Canada and UK.
Donc c'est un courtier qui n'est pas disponible pour les Américains, Anglais et Canadiens. La gestion, la régulation, About Us, For example, Group, Investment, Fund Work, and People Wanted to Make Decisions. Non, je vois aucune régulation par rapport à ce courtier, donc bon. Faut voir, mais ici un suivi de compte chez un courtier peu connu, pas du tout régulé. Ouais, je sais pas vraiment ce que ça vaut, donc il faut voir. Après le fait que j'ai pas accès, voilà, historique non plus, non, j'ai pas vraiment d'avis. Après si c'est réel, tant mieux pour lui. Hein. Mais en l'occurrence ça m'avance pas parce que j'ai pas d'informations sur sa stratégie, etc. L'éternel retour du concret, disait Joël. Smiley, rire. Ça fait 2 mois que t'es dans le rouge, un peu de sérieux STP Fab, disait Mario. Alors c'est complètement faux Mario. Comme tu l'as vu là, j'avais fait un très bon mois de mai, le compte était repassé dans le territoire positif. Là désormais je suis en territoire négatif à 0,52%, donc très proche du point d'équilibre. Bon après si tu veux... je sais pas, faire des critiques méchantes, etc. C'est un peu léger sur une perte de 0,52%, mais si vraiment c'est ton objectif, effectivement tu peux considérer que je suis dans le rouge et considérer que c'est mauvais. Voilà. Après simplement, alors ensuite il y avait donc Jean-Claude Rieu, Eric Pitou à 1, gestion totalement défectueuse alors, autant pour moi. Oui, encore une fois, tu peux critiquer sans doute, etc. Mais après, pour que ton avis soit crédible, il faut apporter du concret, ce qui n'est pas ton cas. Donc apporte du concret et ensuite on compare. Et si tu veux faire une critique, alors là comme tu le fais, c'est-à-dire dire uniquement ça c'est mauvais, essaye d'argumenter, de présenter, exposer ton point de vue et de dire comment tu pourrais faire mieux. Ça permettrait d'y voir un peu plus clair. Ça on a vu. On a vu Jean-Claude qui disait « Je m'appelle pas Jean-Claude, moi c'est Bernard, Jean-Claude, c'est juste le pseudo, oui. » Autre chose, merci pour la conférence Jean-Étienne Lenné, j'ai apprécié, très bien ce qu'il dit. Merci, pas de souci. Fabien est trader pro depuis 8 générations des Ginette. Bonjour Fabien, je suis merci pour tout. Bon bref. Voilà, donc voilà le contexte dans lequel je suis. Alors au niveau de mon compte FXCM, là c'est toujours négatif sur mon compte personnel. Avec mes ventes de CAC 40, donc il me reste 2 € du point, donc voilà, vous pouvez suivre ça, mais ça se passe pas bien, donc pas de regret, j'établis une stratégie de vente du CAC 40 et là c'est pas bon. Alors ça on avait vu, sinon j'ai pas grand chose d'autre à dire, par contre ce qu'on va pouvoir aller écouter là, même si c'est déjà 19 h, je vais prendre un peu de temps, après je vais y aller. C'est le point de vue d'analyste professionnel quant au contexte du marché. Alors justement, dans la recherche macroéconomique de BNP Paribas qui a publié son point de vue ce jour, notamment par rapport à la BCE. Il y a aussi Natixis, j'ai vu, qui a fait des déclarations, donc on va l'écouter ça. Et ensuite, ce sera la fin de cette session. Donc la BCE frappe fort, on écoute ce La BCE frappe fort. Bonjour et bienvenue à notre nouvelle édition d'Eco TV Week. À l'issue de la réunion de juin, la Banque centrale européenne a décidé d'adopter plusieurs mesures afin de contrebalancer les risques de déflation. Entre autres, elle a décidé de baisser les taux REFI, de mettre en territoire négatif les taux sous la facilité de dépôt, d'arrêter la stérilisation de la liquidité qui avait été injectée à travers les programmes Securities and Market Program, de lancer de nouvelles opérations de refinancement à plus long terme ciblant les crédits au secteur privé, et d'accélérer les travaux préparatoires d'achat des titres adossés à des actifs. La Banque centrale européenne est particulièrement concernée pour la faiblesse de l'inflation.
un faible niveau d'inflation pourrait faire augmenter les risques de déflation. C'est pour cela que les paquets de mesures qui ont été prises visant à stimuler la demande, stimuler les crédits, pourraient faire augmenter l'inflation et les anticipations d'inflation. Les paquets de mesures qui ont été adoptés peuvent être divisés en 3 parties. La première partie vise à rendre l'orientation de la politique monétaire plus accommodante. Donc la BCE a décidé de baisser les taux réfis. Toutefois, lorsqu'on s'approche des zéros, une baisse seulement du taux réfi risque d'avoir un impact limité sur les marchés. C'est pour cela que la BCE a décidé de baisser aussi les taux sur la facilité de dépôt, qui est passé en territoire négatif. C'est pour cela donc que l'impact sur les taux de marché, sur l'éolien et même sur les taux d'échange devrait être plus important. La deuxième partie du paquet vise à améliorer la transmission de la politique monétaire. C'est pour cela que la Banque centrale européenne a décidé de lancer de nouvelles opérations de refinancement à plus long terme qui ont comme cible les crédits au secteur privé. Dans cette opération, il y a plusieurs caractéristiques pour lesquelles la liquidité qui éventuellement sera injectée sur les marchés doit être adressée à financer l'économie réelle. La troisième partie du paquet signale que la BCE a des actions en préparation, notamment l'achat des titres adossés à des actifs, ce qu'on appelle Asset-Backed Securities. Cela pourrait effectivement réduire la fragmentation dans les marchés financiers, parce que les ABS, Asset-Backed Securities, sont notamment utilisés dans les pays de la périphérie, notamment en Italie et en Espagne. La BCE a signalé ainsi qu'elle pourrait prendre d'autres mesures non conventionnelles si les conditions économiques devraient se dégrader davantage. Cependant, il est fort probable qu'elle, avant de s'engager dans d'autres mesures non conventionnelles, elle essaie d'évaluer l'impact sur l'économie des mesures qui ont été actuellement adoptées. Si vous souhaitez plus d'informations sur les décisions qui ont été prises par la Banque centrale, je vous invite à lire l'Eco Week de ce vendredi. La semaine prochaine, le focus sera sur la vente au détail aux États-Unis et sur la production industrielle en France. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne lecture, bonne semaine et rendez-vous la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. D'accord, donc ça c'était le point réalisé par BNP et EcoTV Week. Alors, EcoTV, ça on avait vu. Qu'est-ce qu'il y avait 2 secondes. La France reprise à la peine. Le point en mai. La Grèce fait son grand retour sur les marchés financiers, mettant 3 milliards d'euros à 5 ans pour la première fois depuis début 2010. Ce retour à forte portée symbolique reflète une véritable amélioration de la situation financière du pays. Toutefois, le climat politique et social reste très tendu. Pourquoi choisir la gestion diversifiée aujourd'hui? C'était un point de Natixis Asset Management. On écoute ça. Bonjour, on fait le point sur la gestion diversifiée avec Jérôme Tavernier, qui est le directeur de la gestion collective chez Vega IM. Jérôme, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, la gestion diversifiée, pourquoi est-ce qu'il faut s'y intéresser maintenant? On va dire que les épargnants, notamment les détenteurs de contrats en euros, sont aussi à la recherche d'une gestion active qui permette d'avoir des performances supérieures au rendement des emprunts d'État qui sont aujourd'hui historiquement bas. Donc la gestion diversifiée permet une approche combinée entre 2 classes d'actifs, les actions pour leur potentiel de performance, ainsi que les obligations pour leur rendement récurrent, tout en ayant une volatilité maîtrisée, puisque l'aspect volatilité des marchés boursiers peut faire peur à un certain nombre d'investisseurs. Alors, Nicolas Budin était venu sur ce même plateau, on a beaucoup parlé d'actions européennes. En termes de diversification, de gestion diversifiée, comment vous travaillez avec ces équipes? Alors, très concrètement, effectivement, la complémentarité des expertises est quelque chose d'essentiel chez nous. Elle se traduit par un dialogue permanent entre les gérants actions et les gérants taux pour optimiser en fait la construction des portefeuilles diversifiés. Sur les actions, on aura quelque chose d'assez proche de ce qui se passe sur des fonds actions comme Nicolas l'a exposé, à savoir qu'on va avoir une forte sélectivité des valeurs en portefeuille,
notamment sur les valeurs qui présentent, on va dire, les modèles de croissance les plus forts et les plus pérennes avec des avantages concurrentiels par rapport aux autres sociétés. Et en termes de profil, ça sera plus value, plus croissance? Alors, on est nettement dans une gestion de conviction de type croissance parce qu'on considère, et à juste raison, que le style croissance est quelque chose qui s'adapte bien à une optique patrimoniale dans la mesure où il est plus résilient que le style value dans les phases de contre-performance des marchés. Alors, Jérôme, vous en parlez bien, mais en termes de solutions produits, qu'est-ce que vous proposez? En termes de solutions produits, on pense que le fonds Elite 1818 au rendement qui fête ses 3 ans est particulièrement bien adapté à cette approche patrimoniale, tout simplement parce qu'il s'agit d'un fonds certes diversifié, mais à dominante obligataire, pouvant comprendre de 0 à 30% d'actions. Aujourd'hui, nous avons positionné le curseur action à 24%. Ah, c'est pas mal, 24%, ça veut dire que vous êtes quand même optimiste là? Voilà, on est plutôt optimiste sur les marchés boursiers et on souhaite en bénéficier dans le cadre de ce fonds, y compris par les obligations d'ailleurs, puisque nous privilégions en fait les obligations privées pour bénéficier également, via cette classe d'actifs, de la performance des entreprises. Les obligations privées présentant des rendements toujours plus attractifs que les emprunts d'État à l'heure actuelle. Et au niveau de la performance alors, qu'est-ce que ça Alors la performance cumulée donc, sur 3 ans est de 24%. Donc pour être plus parlant, si on le ramène en performance annuelle, on est à 7,4% par an de performance, ce qui nous rend très satisfait de la gestion de ce fonds. 7,4% par an? Oui, voilà. C'est beaucoup plus qu'un fonds en euros là. Voilà. On prend plus de risques, mais on a une rentabilité supérieure. On pense que ça valide vraiment le process de risque, mais on a des expertises supérieures. Aussi d'allocation dynamique. Ça valide vraiment le process de variété des expertises et aussi d'allocation dynamique. Pardon, je me suis embrouillé en voulant la partager la vidéo, j'ai remis, donc je remets quelques minutes en arrière. Et juste, je fais une parenthèse, vous avez vu, les gars sont très contents du rendement, avec un rendement de 24% depuis sa création le 6 juin 2011, soit 7,4% annualisé. Donc on est en dessous des 1% par mois. C'est pour se rendre compte un peu des résultats que des professionnels de la gestion, ici c'est Vega Investment Managers, obtiennent sur le long terme. Donc voilà. 7,4% par an de performance, ce qui nous rend très satisfait de la gestion de ce fonds. 7,4% par an? Oui, voilà. C'est beaucoup plus qu'un fonds en euros là. Voilà, on prend plus de risques, mais on a une rentabilité supérieure. On pense que ça valide vraiment le process de complémentarité des expertises et aussi d'allocation dynamique, puisqu'on fera effectivement varier l'amplitude de la poche action entre 0 et 30%. Et en termes de vol? Alors, en termes de vol, voilà, c'est un autre sujet de satisfaction, puisque la vol reste maîtrisée, elle est à moins de 4% par an. Ah, c'est pas mal aussi. Jérôme, merci beaucoup. Merci Bogdan. Voilà, donc ça c'était le point réalisé par Natixis Asset Management. C'est tout pour moi, pour aujourd'hui. Ce week-end, il y aura des vidéos qui vont sortir. J'ai encore pas mal de contenu à sortir. Vous avez vu ces derniers jours que c'est pas ce qui manque, le contenu. Il y a énormément de vidéos qui ont été postées cette semaine et ça va continuer ces jours. Lundi, c'est férié, donc il n'y aura pas d'émission a priori. En tout cas, je ne fixe pas de contraintes à cet égard. Après, si j'ai rien à faire et que je suis devant mon écran, pourquoi pas, mais a priori, non, il n'y en aura pas. C'est pas prévu en tout cas. Donc, reprise mardi à 14 h. Mais lundi, je traderai sans doute. Enfin, je sais pas quelle est la portée du jour férié lundi. Je vais regarder sur Forex Factory si on est les seuls à le fêter en France. Est-ce que les Américains le font? Est-ce que d'autres Européens le font aussi? Je ne me rends pas compte. Donc, je vais regarder ça tout de suite. Donc, lundi, nous serons le 9, donc en Australie c'est férié, en Suisse c'est férié, en Europe, France et Allemagne c'est férié. Les Américains et les Anglais seront là, ça va quand même bouger. Il peut y avoir des mouvements sur le marché, donc je prendrai position sans doute, mais pas d'émission directe. Mais vous pourrez suivre ça via le suivi de mon compte. Alors, je fais un dernier point sur ce qui est sur le chat écrit. Ça on avait vu. Quand Fabien est content, je suis contente. Fabien, pensez-vous que le forfait de Ribéry pour le mondial aura-t-il un impact significatif sur la performance à moyen court terme de l'équipe de France? Merci pour ce live, j'ai passé un bon moment, n'importe quoi. Ok, allez, bonne soirée, ciao.
connaissance